Dans le monde stérile et aseptisé d'un laboratoire pharmaceutique, le nez exceptionnel de Lucas était une malédiction. Tourmenté par ses collègues pour son odorat surdéveloppé, sa sensibilité était vue comme une faiblesse. Mais lorsque le destin de milliers de personnes reposa sur un lot de médicaments, seul son nez put détecter la signature chimique d'un poison invisible, une contamination si infime qu'elle échappait aux machines les plus sophistiquées. C'est l'histoire d'un homme dont le don, autrefois source de mépris, devint un instrument de salut. Si vous aimez les histoires de héros méconnus, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Lucas Valmont était une symphonie agressive d'odeurs. Pour lui, l'air n'était jamais neutre. Il était une tapisserie complexe tissée de milliers de fils olfactifs. Il pouvait distinguer l'odeur de la pluie sur le bitume de celle de la pluie sur la terre, l'arôme du café fraîchement moulu de celui du café infusé depuis plus de 10 minutes, la fragrance subtile du papier d'un vieux livre de celle d'un journal fraîchement imprimé. Ce don, ou cette malédiction, s'appelait l'hypérosmie. Son nez, doté d'un nombre anormalement élevé de récepteurs olfactifs, pouvait détecter et identifier des composés chimiques à des concentrations infimes, bien en deçà du seuil de perception de la plupart des gens. Dans sa vie personnelle, c'était un défi constant. Les transports en commun étaient une torture de parfums bon marché, de sueur et de nourriture. Les supermarchés, un assaut de détergents, de fruits mûrs et d'emballages plastiques. Mais c'est dans sa vie professionnelle que son don était devenu un véritable fardeau social. Lucas travaillait comme technicien chimiste chez Pharmalif, l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques d'Europe. Un environnement qui aurait dû être un paradis pour son nez, un monde d'odeurs pures et contrôlées. C'était tout le contraire. Le laboratoire était un champ de mines olfactifs. Bien que l'environnement de production fût stérile, les espaces de bureaux et les couloirs étaient le théâtre d'une guerre invisible menée contre lui. Ses collègues, conscients de sa sensibilité, semblaient prendre un plaisir cruel à le tourmenter. Ils ne le harcelaient pas avec des mots ou des gestes, mais avec des odeurs. Corinne, du département de la comptabilité, se faisait un devoir de passer devant son bureau chaque matin, laissant derrière elle un sillage opulent et écœurant de son parfum à la vanille, une fragrance si puissante qu'elle donnait la nausée à Lucas pendant des heures. Marc, un autre technicien avec qui il partageait sa paillasse, oubliait régulièrement des contenants de solvants aromatiques ouverts, remplissant leur espace de travail de vapeur d'acétone ou d'éthanol qui martelait les sinus de Lucas. On se moquait de lui en silence. On l'appelait le nez. Ses réactions physiques à ses agressions, ses maux de tête, ses hauts le cœur discrets, sa manière de respirer à travers un mouchoir étaient accueillis par des sourires en coin et des regards entendus. Sa sensibilité était perçue comme une faiblesse, une excentricité, une comédie. Il s'était plaint une fois à son chef de service, un homme pragmatique et peu empathique, qui lui avait répondu avec un haussement d'épaule. « Valmont, on est dans un labo, ça sent les produits chimiques. Si vous ne supportez pas l'odeur, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce métier. » Depuis ce jour, Lucas endurait en silence. Il s'était replié sur lui-même, un homme effacé et solitaire, qui communiquait le moins possible. Il trouvait refuge dans la précision et la pureté de son travail. Lorsqu'il manipulait les composés purs, dans la hotte de protection, il était dans son élément. Il pouvait sentir la propreté absolue d'un bécher parfaitement rincé, la différence subtile entre deux lots de réactifs, une nuance que personne d'autre ne pouvait percevoir. Son nez, source de tant de tourments sociaux, était aussi un instrument d'une précision inégalée, un don qu'il gardait secrètement pour lui, convaincu qu'il était inutile et incompris dans ce monde qui ne faisait confiance qu'aux machines et aux données quantifiables. Ce matin-là, la torture avait été particulièrement intense. C'était l'anniversaire de Corinne, et quelqu'un avait apporté un gâteau à la crème et un bouquet de lysimence, dont le parfum entêtant et funèbre avait envahi tout l'étage. Lucas avait dû se réfugier dans les toilettes à plusieurs reprises pour échapper à l'assaut olfactif. En retournant à son poste, il vit Marc qui le regardait avec un sourire narquois. Il comprit que tout cela était probablement intentionnel. Il s'assit, le cœur lourd, et se plongea dans son travail, la seule échappatoire qu'il connaissait. Il ne savait pas encore que cette même sensibilité, cette même faiblesse qu'on lui reprochait tant, allait bientôt être le seul rempart entre une découverte révolutionnaire et une catastrophe sanitaire sans précédent. Au cœur de la machine bien huilée de Pharmalif, un projet en particulier suscitait une effervescence et une pression extraordinaires, le projet Vité. Ce n'était pas simplement un nouveau médicament, c'était une révolution annoncée, le futur joyau de la couronne de l'entreprise. Vité était une nouvelle molécule destinée à traiter une forme rare et agressive d'insuffisance cardiaque, une maladie qui, jusqu'à présent, n'avait pas de traitement efficace. Les essais cliniques avaient donné des résultats spectaculaires, dépassant toutes les attentes. Le médicament ne se contentait pas de gérer les symptômes, il semblait capable de régénérer une partie des tissus cardiaques endommagés. Pour des milliers de patients à travers le monde, Vité représentait l'espoir, la promesse d'une nouvelle vie. Pour Pharmalif, Vité représentait des milliards de dollars de revenus potentiels,
des années de brevets exclusifs et une position de leader incontestée sur le marché de la cardiologie. Le projet avait mobilisé les meilleures équipes de recherche et développement de l'entreprise pendant près d'une décennie. Maintenant, après des années de recherche, d'essais et de procédures réglementaires, Vité était enfin entré dans sa phase finale, la production à grande échelle du premier lot commercial. La pression sur le site de production était immense. Le monde entier attendait. Les actionnaires, les médecins, les patients, tous avaient les yeux rivés sur Pharmalif. Chaque étape du processus de fabrication était soumise à des contrôles de qualité d'une rigueur extrême. Le laboratoire où travaillait Lucas était au cœur de cette dernière phase. C'est ici que le principe actif, une molécule complexe et fragile, était synthétisé, purifié, puis mélangé à des excipients pour former le médicament final. L'environnement était celui d'une salle d'opération. L'air était filtré, la température et l'humidité contrôlées à une fraction de degré près. Les techniciens travaillaient en combinaison stérile, leurs gestes lents et précis, surveillés par une armée de capteurs et de caméras. Des instruments de pointe, des chromatographes en phase gazeuse et des spectromètres de masse analysaient en permanence la pureté du produit, capables de détecter des impuretés à des niveaux de parties par milliard. Tout était conçu pour garantir une pureté absolue, une perfection chimique. Lucas, en tant que l'un des techniciens les plus méticuleux, avait été assigné à une étape cruciale, la préparation des solutions tampons utilisées lors de la phase finale de purification. C'était un travail qui exigeait une précision absolue, où la moindre erreur de concentration ou de pH pouvait compromettre l'intégrité de tout le lot. C'était un travail qu'il aimait. Dans le silence de sa hotte de protection, loin des agressions olfactives du monde extérieur, il pouvait se concentrer sur la pureté des substances. Il pouvait sentir la propreté de ses instruments, l'odeur neutre et presque inexistante de l'eau ultra pure, la fragrance subtile et spécifique de chaque sel de qualité pharmaceutique qu'il pesait. Son nez était son premier et son plus fiable des instruments de contrôle qualité. Ce jour-là, l'ambiance dans le laboratoire était particulièrement tendue. Le premier lot de production, le lot V001, était en cours de finalisation. Le PDG de Pharmalif, un homme charismatique et imposant, avait fait le déplacement pour marquer l'événement. Il avait prononcé un discours vibrant, retransmis sur les écrans du laboratoire, parlant de l'aube d'une nouvelle ère pour la médecine, de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules, de la vie de milliers de personnes qui dépendaient de la perfection de leur travail. Ces paroles, bien que motivantes pour la plupart, n'avaient fait qu'ajouter à la pression déjà écrasante qui pesait sur Lucas. Il se sentait comme un funambule marchant sur un fil au-dessus d'un précipice, où la moindre erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Il termina la préparation de sa dernière solution, la vérifia une dernière fois avec un pH-mètre calibré, et la scella dans un récipient stérile. Il la transporta ensuite vers la grande cuve de mélange, où le principe actif purifié allait être mélangé pour la dernière fois avant d'être conditionné. C'est en passant près de la cuve, une immense cuve en acier inoxydable d'où émanait une légère chaleur, qu'il le sentit. Une odeur. Une odeur qui n'aurait pas dû être là. Ce n'était pas une odeur forte ou désagréable. Ce n'était pas une puanteur, pas une odeur de brûlé ou de produits chimiques agressifs. C'était bien plus subtil, bien plus insidieux que cela. C'était une note fausse dans une symphonie qu'il connaissait par cœur. L'air autour de la cuve de mélange aurait dû avoir une odeur neutre, presque stérile, avec seulement une très légère note métallique provenant de l'acier inoxydable et une fragrance à peine perceptible, légèrement amère, du principe actif de Vité. C'étaient les odeurs de la pureté, les odeurs qu'il avait senties des centaines de fois lors des tests à petite échelle. Mais aujourd'hui, il y avait autre chose. Une note de fond, presque subliminale, qui ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait dans ce processus. Il s'arrêta, fronçant les sourcils, et inspira profondément. Il ferma les yeux pour mieux se concentrer, son esprit devenant une bibliothèque olfactive, comparant cette nouvelle information à des milliers d'odeurs stockées dans sa mémoire. L'odeur était légèrement piquante, avec une nuance qui lui rappelait vaguement celle des esters, mais en même temps, il y avait une note plus lourde, presque grasse, qui semblait s'accrocher au fond de sa gorge. C'était une odeur de tort, une odeur de déséquilibre chimique. C'était comme un musicien à l'oreille absolue qui entend une seule note, à peine fausse, dans un accord joué par un grand orchestre. Pour les autres, l'accord est parfait. Pour lui, c'est une dissonance insupportable. Il se rapprocha de la cuve, se penchant légèrement, et inspira à nouveau, directement au-dessus de la trappe d'accès. L'odeur était plus nette ici, et elle provoqua une réaction physique immédiate. Un léger vertige, un début de mal de tête juste derrière les yeux. Son corps lui disait que cette substance, quelle qu'elle soit, était étrangère et potentiellement nocive. Il se redressa, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Il regarda autour de lui. Ses collègues s'affairaient, concentrés sur leurs tâches, leur visage impassible derrière leur masque.
Personne d'autre ne semblait avoir rien remarqué. Il interpella Marc, qui passait à proximité. « Marc, attends. Est-ce que tu sens quelque chose ?» Marc s'arrêta, enleva son masque un instant et renifla l'air. Il haussa les épaules. « Je sens l'odeur du labo. » « Pourquoi ?»« Non, quelque chose de différent. Près de la cuve. Une odeur piquante. » Marc se pencha à son tour, prit une grande inspiration et secoua la tête. « Je ne sens rien de spécial, Lucas. Tu dois encore avoir une de tes migraines. » Et il s'éloigna, le laissant seul avec son inquiétude. Lucas commença à douter de lui-même. Était-ce son imagination? Était-ce une réaction psychosomatique due au stress et au harcèlement qu'il subissait? Son nez, si souvent une source de tourment, était-il en train de le trahir, d'inventer des menaces là où il n'y en avait pas? Il se dirigea vers la salle de contrôle, où les données des capteurs s'affichaient en temps réel sur de grands écrans. Il regarda les résultats du chromatographe en phase gazeuse qui analysait en continu un échantillon du mélange. La ligne sur le graphique était parfaitement plate, avec un seul pic immense et net, celui du principe actif de Vité. Pureté, 99,999%. Le spectromètre de masse confirmait la même chose. Aucune trace d'impureté détectable. Les machines, ces dieux infaillibles de la chimie moderne, disaient que tout était parfait. Mais son nez, son instrument biologique, lui hurlait le contraire. Il était confronté à un dilemme terrible. Faire confiance aux machines, à la logique, aux données quantifiables et ignorer son instinct? Ou faire confiance à ce sens si particulier, si subjectif, qui était le sien, et risquer de passer pour un fou, un paranoïaque ou pire, un saboteur? Il pensa aux milliers de patients qui allaient recevoir ce médicament. Il pensa à la devise de l'entreprise, affichée en grandes lettres dans le hall d'entrée, la sécurité du patient avant tout. Il ne pouvait pas se taire. Même si c'était une erreur, même s'il devait subir l'humiliation, il devait parler. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de son chef de service. Le bureau de Jean-Pierre Lemoine, le chef du service de production, était un cube de verre qui surplombait le laboratoire, lui donnant une vue imprenable sur ses troupes. C'était un homme d'une 50aine d'années, un chimiste compétent mais un manager stressé, dont la principale préoccupation était de respecter les délais et les budgets. Lucas frappa timidement à la porte. Lemoine leva les yeux de son écran, son visage affichant une expression d'agacement à peine voilée. « Qu'est-ce que c'est, Valmont? Je suis occupé. » Lucas entra, refermant la porte derrière lui. « Monsieur Lemoine, je suis désolé de vous déranger, mais il y a un problème avec le lot V001. » L'expression de Lemoine passa de l'agacement à l'alarme, puis au scepticisme. « Un problème? Quel genre de problème? Tous les indicateurs sont au vert. La pureté est parfaite. » « Je sais, monsieur. Les instruments ne détectent rien. Mais il y a une odeur. Une odeur anormale qui émane de la cuve de mélange. Une odeur que je n'ai jamais sentie auparavant dans ce processus. » Le visage de Lemoine se ferma. Il se renversa dans son fauteuil, croisant les bras, son regard devenant dur. « Une odeur, Valmont? Vous voulez arrêter une production de plusieurs millions d'euros à cause d'une odeur que vous êtes le seul à sentir. Ce n'est pas n'importe quelle odeur, monsieur. C'est le signe d'une contamination. J'en suis certain. Mon nez. » Votre nez, le coupa Lemoine avec un soupir exaspéré. On y revient. Écoutez, Lucas, j'apprécie votre diligence. Mais nous avons des spectromètres de masse qui coûtent plus cher que votre maison. Ils peuvent détecter une molécule unique dans 1 milliard. S'il y avait une contamination, ils l'auraient vu. C'est probablement votre hyperosmie qui vous joue des tours. Vous êtes stressé, fatigué. Rentrez chez vous et reposez-vous. L'équipe terminera le conditionnement. Mais monsieur, je vous assure. Il n'y a rien à assurer, Valmont. C'est terminé. Sortez de mon bureau. Le ton était sans appel. Lucas sortit, le visage défait, le cœur lourd. L'humiliation était totale. Il n'était pas seulement un technicien, il était le nez, le fou du laboratoire. La nouvelle de sa démarche se répandit comme une traînée de poudre. Ses collègues le regardaient avec un mélange de pitié et de moquerie. Marc vint le voir, un faux air de sympathie sur le visage. « Alors, tu as essayé de jouer les héros? Tu sais ce qu'on dit de toi maintenant? Que tu es tellement jaloux du succès du projet que tu essaies de le saboter. » Les mots étaient cruels, mais ils reflétaient probablement la pensée de beaucoup. Dans cet environnement de haute pression, son inquiétude était perçue non pas comme une précaution, mais comme une trahison. Il était seul. Complètement seul.
Il retourna à son poste, mais ne pouvait plus travailler. Il observait, impuissant, le processus de conditionnement qui commençait. Le liquide précieux du lot V001 était transféré dans des milliers de petits flacons, qui étaient ensuite scellés, étiquetés et mis en boîte. Chaque flacon était une bombe à retardement potentiel, et il était le seul à le savoir. Il pensa à contourner le moine, à aller voir plus haut. Mais que dirait-il? « Bonjour, je suis le technicien que tout le monde trouve bizarre, et mon nez me dit que votre médicament révolutionnaire est un poison, même si toutes les preuves scientifiques disent le contraire. » On le ferait interner. Il se sentait piégé. Le mur de l'incrédulité était infranchissable. Il était face à un choix impossible. Se taire et vivre avec la certitude d'avoir laissé une catastrophe se produire, ou continuer à se battre et risquer de tout perdre. Son travail, sa réputation, peut-être même sa liberté. En regardant les boîtes de Vité s'accumuler sur les palettes, prêtes à être expédiées aux quatre coins du monde, il sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait trouver des preuves. Des preuves que même les sceptiques ne pourraient pas ignorer. La décision de Lucas de ne pas lâcher l'affaire, malgré le rejet de sa hiérarchie, transforma l'atmosphère de mépris passif à son égard en une hostilité active. Ses collègues, qui se contentaient auparavant de moqueries discrètes, y virent une tentative de saboter le projet le plus important de l'entreprise, un acte qui mettait en péril leur prime et leur réputation. La guerre contre le nez devint ouverte et personnelle. Le lendemain, il arriva à son poste de travail pour trouver une forte odeur de citronnelle. Quelqu'un avait accidentellement renversé une bouteille de nettoyant pour sol à côté de son siège. L'odeur, bien que pas désagréable pour une personne normale, était pour lui une agression, un assaut chimique qui saturait ses récepteurs olfactifs et lui donnait la nausée. Il passa la matinée à essayer de travailler avec un mal de tête fulgurant. Plus tard dans la journée, Corinne, la reine du parfum à la vanille, ne se contenta pas de passer devant son bureau. Elle s'arrêta pour discuter avec une collègue juste à côté de lui, s'aspergeant généreusement de son parfum, le nuage de vanille synthétique l'enveloppant comme un brouillard toxique. C'était une déclaration de guerre. Ils essayaient de le neutraliser, de rendre son don inutile en le noyant sous un flot d'odeurs parasites. Ils essayaient de le punir pour son insistance, pour avoir osé remettre en question la perfection de leur travail. Lucas endura ses attaques en silence, son visage une masque d'impassibilité, mais à l'intérieur, il était en proie à une tempête. Le stress et l'anxiété exacerbaient sa sensibilité, rendant chaque agression olfactive encore plus douloureuse. Il commença à douter de lui-même. Et s'ils avaient raison? Et si son nez, surstimulé par le stress, lui jouait vraiment des tours? L'odeur de la cuve, l'avait-il vraiment senti, ou l'avait-il imaginé, une hallucination olfactive née de la pression? Il se repassait la scène en boucle dans sa tête. Le souvenir de l'odeur était précis, distinct. Ce n'était pas une invention. C'était réel. Mais comment le prouver? Le lot V001 était maintenant entièrement conditionné, scellé dans des milliers de flacons, stocké dans une zone sécurisée en attente de l'approbation finale pour la distribution. Il n'y avait aucun moyen d'y accéder. Il était dans une impasse. La guerre olfactive menée par ses collègues eut un effet inattendu. En le forçant à se concentrer encore plus pour filtrer les odeurs parasites, elle affûta sa mémoire olfactive. Il pouvait maintenant se souvenir de l'odeur fausse du lot V001 avec une clarté cristalline. Il pouvait la décomposer mentalement, en isoler les différentes notes. La note piquante, semblable à un esté. La note plus lourde, presque grasse. Il se mit à faire des recherches pendant son temps libre. Il passa des heures dans la bibliothèque de l'entreprise, consultant des bases de données de composés chimiques, cherchant une molécule qui pourrait correspondre à cette signature olfactive unique. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'était sa seule piste. Il se sentait comme un détective menant une enquête secrète, entouré d'ennemis. Chaque conversation qu'il surprenait, chaque regard qu'il croisait, était potentiellement un indice ou une menace. La paranoïa le guettait, mais il luttait pour rester rationnel, pour s'en tenir aux faits, aux données que seul son nez pouvait lui fournir. Il savait qu'il était engagé dans une course contre la montre. L'approbation finale pour la distribution du lot V001 était une question de jours. Une fois que ces flacons quitteraient l'entrepôt, il serait trop tard. Il devait trouver une preuve, et vite. La guerre menée contre lui par ses collègues, loin de le briser, avait renforcé sa détermination. Il n'allait pas les laisser gagner. Il allait leur prouver qu'ils avaient tort, et il allait le faire en utilisant l'arme même qu'ils essayaient de neutraliser, son nez. Lucas savait qu'il ne pouvait plus compter sur personne. Pour obtenir la preuve dont il avait besoin, il devait enfreindre les règles. Le plan qu'il élabora était risqué, et la moindre erreur pouvait non seulement lui coûter son travail, mais aussi l'exposer à des poursuites judiciaires. Mais la pensée des conséquences potentielles du lot V00 était un moteur bien plus puissant que la peur.
Il devait obtenir un échantillon. Il passa 2 jours à observer discrètement les protocoles de sécurité autour de la zone de stockage réfrigérée où le lot V001 était conservé. Il nota les rondes des gardes, les angles morts des caméras de surveillance, le type de serrure électronique sur la porte. C'était une serrure à carte, mais il y avait aussi un clavier pour un code d'accès d'urgence. Il savait que le code était changé chaque semaine, mais il savait aussi que les gens sont paresseux. Il se souvint d'avoir vu un technicien de maintenance le taper quelques semaines plus tôt, et il avait remarqué que les touches 1, 4, 7 et 9 étaient légèrement plus usées que les autres. C'était un indice fragile, mais c'était un début. Il attendit le vendredi soir. La plupart des employés étaient partis pour le week-end, et le laboratoire était presque désert. Il attendit jusqu'à près de minuit, caché dans un coin sombre du vestiaire. Lorsque le dernier veilleur de nuit eut terminé sa ronde, il se glissa dans le couloir silencieux. Son cœur battait à tout rompre, chaque son amplifié par le silence. Il arriva devant la porte de la zone de stockage. Il n'avait pas de carte d'accès, il devait donc compter sur le code. Il essaya une première combinaison des chiffres usés. Accès refusé. Il essaya une deuxième, une troisième. À chaque échec, une petite lumière rouge clignotait, et il craignait qu'une alarme silencieuse ne soit déclenchée. Après une dizaine de tentatives infructueuses, il était sur le point d'abandonner. Il tenta une dernière combinaison, basée sur une date importante pour l'entreprise. La lumière devint verte, et il entendit le clic de la serrure qui se déverrouillait. Il entra, le souffle coupé. La pièce était froide et remplie de rangées de boîtes empilées sur des palettes, toutes marquées du logo Vité. Il repéra la palette du lot V001. Il ouvrit délicatement une des boîtes, puis un des étuis contenant un flacon. Il avait apporté avec lui une micro-seringue et un petit flacon stérile. Avec des mains d'une précision chirurgicale, il perça le bouchon en caoutchouc du flacon de Vité et préleva un minuscule échantillon, à peine quelques microlitres. Il referma tout avec soin, ne laissant aucune trace de son passage. Il avait son échantillon. Maintenant, il devait l'analyser. Il ne pouvait pas utiliser les spectromètres de masse, qui enregistraient chaque analyse et qui alerteraient immédiatement le système. Il devait utiliser son propre instrument, son nez. Mais il ne pouvait pas simplement le sentir. Il devait le comparer, le décomposer. Il se dirigea vers son laboratoire. Il avait besoin de références. Il passa le reste de la nuit à préparer une série de dilutions de solvants et de réactifs courants dans le laboratoire, des substances qu'il connaissait parfaitement. Il les plaça dans des flacons identiques, étiquetés avec des codes. Puis, il commença son analyse clandestine. C'était une forme de chromatographie humaine. Il trempait une petite bandelette de papier dans son échantillon de Vité et une autre dans l'un des solvants de référence. Il les sentait ensuite à l'aveugle, essayant de trouver une correspondance. Il testa des dizaines de solvants. L'acétone, l'éthanol, le méthanol, l'isopropanol. Aucun ne correspondait. L'odeur fausse était toujours là, mais elle était différente de toutes ses références. Il était épuisé, découragé. Le soleil commençait à se lever. Il était sur le point de tout nettoyer et de rentrer chez lui, vaincu. Puis, son regard se posa sur une vieille armoire de stockage, dans un coin rarement utilisé du laboratoire. Elle contenait de vieux produits chimiques, des solvants qui n'étaient plus utilisés dans les protocoles actuels. Par pure intuition, il ouvrit l'armoire. Une vague odeur familière en émana. Il y avait là un bidon d'un solvant de nettoyage industriel, un agent dégraissant puissant. Il en préleva un petit échantillon et le compara à son échantillon de Vité. C'était ça. La correspondance n'était pas parfaite, mais la note de fond, cette note lourde et grasse, était identique. Il avait trouvé son contaminant. La découverte de la nature du contaminant fut un moment d'eureka terrifiant. Le solvant qu'il avait identifié était un agent de nettoyage puissant à base d'éther chloré, un produit qui avait été banni des protocoles de production de Pharmalive des années auparavant en raison de sa toxicité et de sa tendance à laisser des résidus. Il n'avait absolument rien à faire dans une salle blanche où l'on fabriquait un médicament injectable. Sa présence dans le lot V001 était une anomalie gravissime. Mais comment était-il arrivé là? Et pourquoi les instruments de pointe ne l'avaient-ils pas détecté? Lucas passa les heures suivantes dans une frénésie de recherche, consultant les fiches techniques du solvant et les documents de recherche sur le principe actif de Vité. Il comprit alors la nature diabolique du problème. Le solvant, à l'état pur, avait un point d'ébullition très proche de celui de l'un des excipients utilisés dans la formule de Vité. Lors de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse, leurs pics sur le graphique se superposaient presque parfaitement. Pour un ordinateur programmé pour chercher des pics anormaux, cette minuscule contamination était noyée dans le pic massif de l'excipient, la rendant effectivement invisible.
C'était soit une coïncidence d'une malchance inouïe, soit un acte de sabotage d'une intelligence perverse. Mais ce n'était pas la découverte la plus effrayante. En lisant un article de recherche sur la dégradation des molécules similaires à celles de Vité, il trouva ce qu'il cherchait. Il découvrit que certains éthers chlorés, même en quantité infime, pouvaient agir comme catalyseurs dans une réaction de dégradation lente. En présence de cet éther, la molécule de Vité, si stable en temps normal, commençait à se décomposer lentement, se transformant en un nouveau composé. Il fit une recherche sur ce composé dérivé. Les résultats lui glacèrent le sang. C'était une cardiotoxine connue, une substance qui, même à faible dose, pouvait provoquer des arythmies cardiaques sévères et des arrêts cardiaques. Le poison était lent. Le médicament, au moment de sa fabrication et de son conditionnement, était parfaitement sûr et efficace. Il passerait tous les tests de contrôle qualité sans le moindre problème. Mais avec le temps, dans le flacon, sur l'étagère de la pharmacie, la réaction chimique se poursuivrait silencieusement. En quelques semaines, une dose thérapeutique de Vité se transformerait en une dose létale. Des milliers de personnes, pensant prendre un médicament miracle pour sauver leur cœur, s'injecteraient en fait un poison qui le détruirait. C'était un scénario catastrophe, un désastre sanitaire d'une ampleur inimaginable, qui aurait pu ruiner Pharmalif et coûter la vie à d'innombrables patients. Et il était le seul à le savoir. Il avait maintenant bien plus qu'une simple intuition ou une odeur étrange. Il avait une hypothèse scientifique solide, le nom du contaminant et le mécanisme de sa toxicité. Il avait la signature du poison. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Chaque heure qui passait était une heure de plus où le lot V001 risquait d'être approuvé et expédié. Il n'avait pas le temps de passer par les canaux hiérarchiques, où il risquait d'être à nouveau bloqué par l'incrédulité de Lemoine. Il devait court-circuiter la chaîne de commandement. Il prit une décision radicale. Il rentra chez lui, épuisé mais animé d'une nouvelle détermination. Il s'assit devant son ordinateur personnel et commença à rédiger un email. Il ne l'adressa pas à son chef de service. Il l'adressa directement au PDG de Pharmalif, avec en copie le directeur de la recherche et développement et le chef du département de l'assurance qualité. Dans cet email, il détailla avec une précision scientifique et clinique tout ce qu'il avait découvert. L'odeur anormale, le mur d'incrédulité, son analyse clandestine, l'identification du solvant et le mécanisme de dégradation en cardiotoxine. Il joignit les fiches techniques, les articles de recherche, tout ce qui pouvait étayer ses dires. Il savait que cet email était un acte d'insubordination extrême, un suicide professionnel. Mais c'était aussi sa dernière chance de se faire entendre, sa dernière chance d'arrêter la bombe à retardement qu'il avait découverte. Il relut son message une dernière fois, puis, avec un doigt tremblant, il cliqua sur envoyer. La réponse ne se fit pas attendre. Moins de 30 minutes après avoir envoyé son email, alors que le soleil commençait à peine à se lever, son téléphone personnel sonna. C'était un numéro inconnu. Il décrocha, le cœur battant. Monsieur Valmont, ici Hélène Rousseau, directrice de l'assurance qualité chez Pharmalif. Ne bougez pas. Une voiture vient vous chercher. Une heure plus tard, il était assis dans la salle de conférence du conseil d'administration, au dernier étage du siège de l'entreprise. En face de lui se trouvait le PDG, Hélène Rousseau, et plusieurs autres membres de la direction. Leur visage était grave, tendu. Jean-Pierre Lemoine, son chef de service, était là aussi, le visage livide, évitant son regard. Il n'y avait pas de colère dans leurs yeux. Seulement une inquiétude intense. Le PDG lui posa des questions, précises, techniques. Lucas répondit calmement, expliquant à nouveau sa démarche, sa théorie. Il n'y avait plus de mépris, plus de scepticisme. Il l'écoutait. Hélène Rousseau donna des ordres par téléphone. Le lot V001 fut immédiatement mis en quarantaine. Une équipe d'analystes de haut niveau fut convoquée d'urgence. Ils reçurent pour instruction de refaire les analyses, mais cette fois, en cherchant spécifiquement la signature du solvant que Lucas avait identifié. L'attente fut insoutenable. Lucas resta dans la salle de conférence, seul avec ses pensées, pendant que l'entreprise entrait en ébullition. Quelques heures plus tard, Hélène Rousseau revint. Son visage était pâle. « Vous aviez raison, dit-elle simplement. La contamination est confirmée. Infime, mais présente. Nous avons simulé les conditions de vieillissement accéléré. La dégradation en composés toxiques est également confirmée. Vous avez évité une catastrophe d'une ampleur que nous n'osons même pas imaginer. » Le soulagement submergea Lucas, si puissant qu'il faillit s'évanouir. L'enquête qui suivit révéla que la contamination était due à une erreur humaine. Une équipe de maintenance avait utilisé le mauvais solvant pour nettoyer une vanne, et une petite quantité avait fui dans le système. C'était un accident, une négligence,
mais une négligence aux conséquences potentiellement dévastatrices. Les jours suivants furent un tourbillon pour Lucas. Il fut salué comme un héros. Le PDG lui présenta ses excuses personnelles au nom de l'entreprise. Jean-Pierre Lemoine fut discrètement muté à un autre poste. Quant à ses collègues qui l'avaient tourmenté, ils furent sévèrement réprimandés, certains même licenciés. L'histoire de son nez exceptionnel et de sa persévérance devint une légende chez Pharmalif, un rappel brutal que les instruments les plus sophistiqués ne peuvent pas remplacer la perception et l'intégrité humaine. On proposa à Lucas une promotion, un poste nouvellement créé à la tête d'un département de contrôle qualité sensorielle, où son don unique serait enfin reconnu et utilisé à sa juste valeur. Il accepta. Il n'était plus le nez, le paria. Il était Lucas Valmont, le gardien silencieux de la pureté, l'homme qui avait senti le poison que personne d'autre ne pouvait voir. Son don, qui avait été sa plus grande faiblesse, était devenu sa plus grande force. Et il savait qu'il ne laisserait plus jamais personne le faire douter de ce qu'il sentait.